Bonjour et bienvenue, ici Mathias Mazur et dans cette vidéo on va parcourir en détail justement dans ce premier module comment créer une offre irrésistible. Alors, avant de commencer, avant d'attaquer ce module, je vais vous expliquer un petit peu comment j'aime enseigner, comment j'enseigne de la meilleure, comment je transmets mes expériences et mes connaissances de la meilleure des façons. C'est de la manière suivante, donc vous allez voir que chaque module de ce programme se passe en fait via un document Word. C'est là-dessus où je compile tout ce que j'aimerais couvrir dans chaque module. Et puis ensuite, on va aussi aller sur Internet. Donc, voilà, donc sur Internet également, quand il y a des choses que j'aimerais vous montrer en direct, donc on va toujours basculer entre l'aspect théorique et puis ensuite quand je vais vous montrer des choses concrètement, si je vais vous montrer des exemples, on ira voir justement sur le net. Donc voilà, c'est de cette manière-là que je parviens vraiment à enseigner au plus haut niveau. Et puis c'est comme ça que je vais pouvoir vous mener de module en module. Chacun de ces modules dure généralement 30 et 90 minutes avec une moyenne généralement de 45 et 70 minutes. Donc dans ce premier module, on va parler de créer une offre irrésistible. Alors, pourquoi l'importance de créer une offre irrésistible? C'est très simple. Il y a des millions, voire sans doute des dizaines de millions de produits sur Terre qui sont en vente. Et les statistiques montrent qu'il y a généralement 99% des boîtes, enfin c'est à peu près 80, les dernières stats que j'ai vues, c'était 94% des entreprises qui font faillite ou qui ferment dans les 10 ans après leur création. Et puis donc c'est un réel problème. Donc chaque entreprise vend des produits ou des services, mais généralement la raison pour laquelle les entreprises n'arrivent pas à tourner, c'est parce qu'il y a un manque de vente et un manque de revenus. Donc, pas possible de payer le loyer, les équipes, etc. Et tout ça, je peux vous dire que par expérience, après avoir formé littéralement des milliers et des milliers d'entrepreneurs et d'entreprises, de start-up qui démarrent, jusqu'à certains de nos clients qui génèrent des milliards d'euros par année, un de nos plus gros clients. C'est même pas un des plus gros clients, mais c'est un des clients qui génère le plus de revenus dans leur boîte. C'est un grand groupe anglophone qui génère 12 milliards de dollars, donc à peu près 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires par année. Et c'est exactement le même type de formation que je leur donne quand je suis devant leur PDG et que je leur donne une vue d'ensemble concrète, donc au fur et à mesure de nos formations pour leur groupe, leurs managers et leurs équipes de direction. Donc, l'important pour vous est de comprendre que la raison pour laquelle aujourd'hui vous n'êtes peut-être pas au niveau le plus satisfaisant de votre entreprise, pourquoi vous ne faites pas le nombre de ventes que vous voulez faire, généralement, la première chose que je regarde quand j'entre dans une situation soit de conseil ou de consulting, avec nos clients qui viennent nous rendre visite à Londres pour des journées de consulting, c'est généralement l'offre, l'importance de l'offre. C'est de créer une offre, de regarder tout d'abord ce qui se fait dans le marché, dans votre marché, de voir ce que les autres vendent et de créer une offre qui est beaucoup plus irrésistible que ce que fait votre concurrence. Et c'est vraiment la première chose que toute entreprise, que vous soyez justement une entreprise tout seul, que vous soyez un solo entrepreneur ou que vous gériez des milliers, voire des dizaines de milliers d'employés, c'est vraiment, l'importance numéro 1 est de créer des offres irrésistibles. Donc dans ce module, on va parler de comment créer des offres irrésistibles. Je vais vous parler un petit peu des gâchettes psychologiques, on va parler de comment rendre des offres plus attirantes et plus sexy, et puis on va parler un petit peu de comment repositionner des offres également. Donc, comment créer une offre irrésistible? La différence, tout d'abord, pourquoi créer des offres irrésistibles? Une offre irrésistible,
Irrésistible, eh ben c'est très simple. Si vous avez, enfin, je suis un grand fan de cinéma, comme vous le savez, je tourne, je fais aussi du cinéma, je produis des films, et donc je suis un grand fan de Matt Damon. Et Matt Damon qui a écrit un film qui s'appelle Good Will Hunting, je sais pas exactement la version française. Il a dit, donc il sortait un peu de nulle part, il a écrit le film, ils ont gagné un Oscar, lui et Ben Affleck quand ils étaient encore jeunes, et puis il a dit, voilà, vous êtes à un seul film ou à un seul grand rôle de devenir la star la plus énorme que vous ne puissiez l'imaginer. Et c'est la même chose avec une offre. Vous voyez que quand il y a un nouvel acteur qui sort de nulle part ou un nouvel artiste qui publie une nouvelle chanson et puis qui est passé pendant des mois et des mois à la radio, cette personne-là, parfois on a l'impression qu'elle sort de nulle part et c'est une seule chanson qui fait qu'elle cartonne. C'est pareil dans le marketing, c'est pareil dans la vente. Si vous regardez l'histoire un petit peu des entreprises, l'histoire du business, généralement, on peut voir le succès d'une entreprise, le succès d'un groupe, et rattacher ça à un seul produit phare qui a fait tout décoller. Okay. Si vous regardez une boîte comme Apple par exemple, ils en ont enchaîné plusieurs, mais ça a commencé déjà dans les années 80 avec le premier ordinateur, etc. Aujourd'hui, ils ont un débit de produits d'une qualité qui fait qu'ils vendent pour des dizaines, je ne sais pas si c'est des dizaines de milliards. Il me semble que les derniers chiffres que j'ai vus c'était des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires par année. Et tout ça, ça vient de la création d'une offre irrésistible. Donc il faut comprendre tout d'abord que le marché aime acheter. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais parcourir tout ça, tous ces points, je vais les couvrir et puis on va aller en profondeur sur chacun de ces points. Il faut comprendre que le marché aime acheter. Okay, la preuve, c'est que vous voyez dans les rues, les gens vont faire du shopping, les gens achètent, quand ils ont de l'argent, ils vont acheter une nouvelle télévision, un nouveau téléphone, ils vont acheter un nouvel abonnement Netflix, un nouvel abonnement de magazines, ils vont acheter des applications sur leur téléphone. Donc on est dans un monde qui est un marché qui achète. Okay, donc il faut, même si aujourd'hui vous n'avez pas, même si vous trouvez que vous avez des ventes qui sont un peu faibles actuellement, il faut se rendre compte qu'il y a des centaines de milliards d'euros qui circulent tous les jours d'acheteurs et entre les acheteurs et les vendeurs dans n'importe quel marché. Donc on n'est jamais dans une situation, on n'est pas dans une dynamique où le monde a arrêté d'acheter. Donc il faut comprendre que les gens, l'être humain n'aime pas se sentir, n'aime pas avoir le sentiment de se faire vendre quelque chose, mais chaque être humain, chaque personne aime acheter. La preuve, quand vous achetez une nouvelle voiture, vous êtes tout content. Quand vous achetez une nouvelle veste, généralement, on est content. Et c'est parce que on aime justement acquérir de nouvelles choses. Et donc la première chose à se poser comme question, pour le premier point à clarifier, puis à commencer à réfléchir, finalement j'arrive pas à trouver les mots, mais à réfléchir pour commencer à mettre en place une offre irrésistible, c'est de comprendre et de voir ce que les gens achètent actuellement. Il faut faire de la recherche. Je sais que le mot recherche de marché a été usé, abusé de la part d'écoles de marketing et d'économie. Généralement, la manière dont eux font de la recherche de marché est très archaïque. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur Internet maintenant. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais de la recherche de marché, comment je forme justement les entrepreneurs et les entreprises à faire de la recherche de marché pour voir ce que les gens achètent actuellement. On va partir sur Internet. On va faire une petite recherche. On va dire que voilà, vous vendez par exemple des vases tropicaux. Allez, je viens d'inventer ça. On va aller sur Google. Et vu que je suis actuellement à Londres, vous allez voir qu'on est en anglais ici. On va voir si je peux aller en France, google.fr. Voilà. Alors, on va faire de la recherche maintenant. C'est comme ça que je fais de la recherche. Je vais sur Internet et je commence à faire de la recherche. Vases tropicaux. Alors, continue en français. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est que d'abord, je regarde pour voir
quels sont les pubs qui se trouvent sur la droite, etc. Là, on voit qu'il y a des prix qui sont assez variables, hein, on voit des styles différents. Mais la première chose à faire, c'est de voir ce que les gens font dans votre marché. Ça veut dire, regardez, enfin, et plus spécifiquement sur Internet, c'est-à-dire qu'il faut voir qui sont vos concurrents directs sur Internet, parce que c'est là où, justement, on se spécialise dans ce module-ci, mais également de savoir ce que les gens font dans le monde offline. Alors, on va ouvrir plusieurs de ces résultats. On va ouvrir ceux-là. Il y a des résultats anglophones, hein, donc ne paniquez pas. On va pas s'attarder très longtemps sur les résultats anglophones. Si jamais je vous traduis ça parce que... enfin, si vous ne comprenez pas l'anglais, je vous traduirai ce qu'il en est. Donc voilà, déjà la première chose à faire, c'est de faire un tour d'horizon sur Internet, de voir votre mot-clé. Okay. Ensuite... il y a plein de manières différentes de faire de la recherche de marché. Ça peut être donc avec votre mot-clé principal, ça peut être en ajoutant la ville si vous êtes à Paris par exemple. Si vous avez une petite boutique à Paris ou une grande boutique à Paris, c'est de voir ce que d'autres font. Et on va aller voir déjà ces résultats pour voir un petit peu de quoi il en est. Alors, Alibaba, ça c'est le groupe Alibaba, dont le premier résultat envoie vers un vase qui vend pour 1000 €. Ok, ensuite... ça, c'est un site anglophone qui vend des vases en anglais. eBay, évidemment, tout le monde connaît eBay. Ça, c'est des... pas toujours de la vente d'occasion, mais en l'occurrence, c'est des vases aussi. Vases tropicaux, ça, c'est aussi en anglais. Ça, c'est aussi un site d'enchères en anglais. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas grand... il n'y a pas beaucoup de concurrence sur la page 1 de Google pour les vases tropicaux. En tout cas, c'est pas bien répertorié. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire acheter vase tropical et on va voir ce qu'on trouve. Donc, je vais fermer celle-ci. Donc, encore une fois, ce que j'aime faire dans la manière donc comme apprécient justement nos membres et nos clients, c'est que je fais tout ça en live. Donc, vous voyez vraiment. Il y a une partie donc de chaque module qui est scripté ici un petit peu parce qu'il y a des choses théoriques qu'on doit couvrir. Mais ensuite, l'aspect non scripté, c'est que je fais ça comme si j'étais à côté de vous, puis on le faisait ensemble, comme si vous faisiez une journée de consulting ici, dans nos bureaux. Alors... donc là, on peut voir que Amazon.fr est sur la première page. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de sites qui sont spécialisés. Pas beaucoup de sites qui sont spécialisés apparemment pour acheter vase tropical. Ça, c'est intéressant. Là, on a un site francophone. Ok, ensuite, on a Alibaba encore une fois, Amazon... ok, donc on voit que dans ce marché-là, il n'y a pas vraiment de site dédié aux vases tropicaux. Donc si vous êtes dans ce marché-là, c'est très bon signe pour vous parce que sur la page 1 de Google, il n'y a même pas de nom de domaine comme vasetropical.com ou .fr ou .ch ou .be. ou .canada, donc CA. Donc c'est très intéressant pour vous si vous êtes dans ce marché-là. Ça, c'est la première chose que je regarde pour voir ce que les gens achètent. Et généralement, ce qui se passe, c'est que les gens achètent ce qu'ils voient sur la page 1 de Google. Parce que le grand public qui va chercher sur Internet n'est souvent pas un expert. Et donc, ça vous donne déjà une idée de ce que trouvent les gens quand ils cherchent justement pour le mot-clé. Et puis, donc ça c'est la première chose à faire, c'est de faire de la recherche. Encore une fois, là j'ai fait quelques minutes simplement pour illustrer ce point-là. Mais ça devrait vous prendre des heures et des heures et des heures pour vraiment comprendre ce que les gens achètent, pour comprendre ce qui déclenche en fait l'achat. Okay. Il faut comprendre que dans n'importe quelle situation de vente, dans n'importe quelle situation d'achat, le prospect veut faire deux choses. Okay, on veut toujours faire deux choses quand on achète quelque chose. On veut s'éloigner de la douleur ou bien d'une situation inconfortable.
situation inconfortable ou bien potentiellement inconfortable, ou d'une situation inconfortable. Puis la deuxième chose qu'on veut faire, c'est se rapprocher du plaisir. D'accord? Donc ça c'est clé. Il faut toujours comprendre que ces deux choses dirigent la grande majorité des transactions. Et si on prend du recul par rapport à ce que vous vendez actuellement, ce que vous achetez, si vous achetez une nouvelle voiture, si vous achetez un nouveau meuble, si vous achetez une nouvelle paire de chaussures, c'est toujours pour s'éloigner de la douleur ou d'une situation inconfortable présente ou potentielle. D'accord? Donc ça peut être, je vous donne un exemple, par exemple présente, ça pourrait être quand on va à l'hôpital. Dans le cas le plus concret, quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste pour s'éloigner de la douleur, hein, évidemment, pour concrètement faire que le mal s'arrête. Et quand vous voyez des gens qui vont en randonnée, qui font du sport 2, 3, 4 fois par semaine pour rester en forme, c'est pour s'éloigner d'une situation inconfortable à l'avenir. Donc, une situation inconfortable présente ou future. D'accord? Donc, c'est pour ça que soit on achète et on agit pour s'éloigner d'une douleur actuelle ou bien future. Donc comme j'ai dit justement pour les gens qui font du fitness, qui font attention à leur santé, c'est pour éviter des maladies, c'est pour éviter des morts précoces, pour éviter des accidents cardiovasculaires par exemple. Okay? Et pour se rapprocher du plaisir, donc c'est-à-dire que quand on achète une paire de chaussures, on se sent content. Quand on achète une nouvelle télévision, on se sent content. Par exemple, quand on va reprendre l'exemple de bonne nutrition ou bien de fitness, on se sent mieux après avoir fait du sport. Donc c'est toujours pour ces deux choses. Numéro 1, donc chaque transaction est motivée par deux choses. Le désir de s'éloigner de la douleur et le désir de se rapprocher du plaisir. Okay? Voilà les deux choses à se souvenir. Donc, c'est vraiment ça, quand vous créez vos offres irrésistibles, il faut vraiment se rendre compte déjà de comprendre quels sont les problèmes présents, et on va revenir sur ça, vraiment sur comment créer des messages de marketing qui sont hyper percutants, mais c'est vraiment important de se rendre compte que les gens achètent pour ces deux raisons, pour s'éloigner d'une situation problématique ou d'une douleur présente ou future et se rapprocher du plaisir. Okay? Voilà, les deux clés pour déjà augmenter vos ventes, rien que quand vous parlez avec des clients ou quand vous créez un nouveau email de promotion ou quand vous créez une nouvelle téléconférence de vente. Si vous étiez jamais conscient jusqu'à présent que l'être humain achète pour ces deux raisons, et motivé par ces deux raisons, rien que ajouter ces deux éléments dans votre matériel de vente vous aidera à convertir plus de prospects en clients. Ensuite, pour créer une offre irrésistible, il ne faut pas réinventer le monde. Il ne faut pas essayer de révolutionner le marché pour deux raisons. La première, c'est que ça va vous coûter beaucoup plus d'argent et de temps. Okay, si vous voulez créer un concept complètement nouveau, quelque chose qui n'a jamais été fait. Et je sais parce que je suis aussi un investisseur, j'investis dans des boîtes, généralement dans des startups, et je vois des entreprises, des entrepreneurs qui démarrent des entreprises en pensant qu'ils peuvent, en n'ayant aucun budget ou aucune ressource, et qui essaie de réinventer le monde. Et oui, c'est possible, vous allez tomber des fois sur des Steve Jobs ou bien quelqu'un qui réinvente le monde, mais c'est également quelque chose de très risqué. Aujourd'hui, si vous avez des employés à charge, si vous avez une famille à charge, c'est pas quelque chose que je conseille de faire. Je vous conseille pas de passer 6 mois ou 5 ans à créer un nouveau produit ou un service. Donc, ne réinventez pas le monde. Regardez ce que les gens achètent actuellement. Okay? Regardez et comprenez ce que les gens achètent actuellement. N'essayez pas de tout réinventer. Une des manières d'augmenter les ventes très directement et simplement sans avoir à réinventer tout ce que vous faites, c'est de simplifier le processus pour l'acheteur. Okay? On va aller voir quelques trucs ici on va aller voir des sites qui sont très simples. Les deux sites les plus efficaces, je dirais même le plus efficace aujourd'hui.
enfin, en ce qui concerne Internet et la vente de produits directs, donc en format e-commerce, c'est Amazon. Okay. Amazon, si vous avez un doute si vous avez un site e-commerce et vous vendez des produits, des chaussures, des vases, si on reprend l'exemple, ou des téléphones, ou bien quoi que ce soit, et vous avez un site e-commerce, il n'y a aucun site au monde actuellement qui est plus fort que Amazon, que vous sachiez. Donc si Amazon fait quelque chose au niveau des menus, si Amazon fait quelque chose au niveau de la disposition de leur logo, vous voyez que le logo est tout petit, il y a on va le voir aussi tout au long de ces formations, vous allez voir des sites qu'on va trouver au hasard qui sont des sites catastrophiquement mal faits et qui ont un énorme logo qui prend la moitié de la page et ça sert à rien. D'accord? Donc voilà un petit conseil déjà, c'est que si vous avez des doutes sur comment comment créer justement l'aspect graphique ou bien le design de votre site, regardez ce que Amazon fait et recopiez ce qu'ils font parce que c'est un site qui dépense des dizaines de millions par année pour tester leurs offres. D'ailleurs, si vous allez souvent sur Amazon, vous remarquerez qu'il y a toujours des petites choses qui bougent. Le panier bouge, les mots changent, les menus changent, ça change. Donc tout change parce qu'ils sont toujours en train de tester et d'améliorer le processus de vente, d'accord? Donc, retournons ici. Ce que Amazon fait de mieux, et la raison pour laquelle Amazon, et on va le voir comment est-ce qu'Amazon est devenu un monstre sur Internet, ils ont simplifié le processus pour l'acheteur. C'est très très simple, ils étaient un des premiers à faire ça, il y a déjà bien longtemps, donc des années. C'était vraiment un site qui était toujours très facile à utiliser, contrairement à des sites que, si on va voir, il y a des sites ici qui sont tellement difficiles. Si on passe quelques minutes ici, je peux vous trouver des sites où il est même impossible de commander en ligne. Il faut téléphoner ou envoyer un email. Et les gens aujourd'hui, quand on achète sur Internet, on ne va pas envoyer un mail pour attendre une réponse, pour savoir si on peut envoyer un chèque ou quelque chose. On veut acheter, quand on veut acheter maintenant, tout de suite. D'accord ? Donc, je vais essayer de voir si on a des... Voilà, ça c'est un site qui est simplement fait aussi. On arrive sur le site Emo de Longvie, j'espère que je dis ça correctement. Ajouter au panier, très simple. Téléphone si on a une question. Voilà un site qui est fait, qui est au design simpliste. On n'est pas au niveau d'Amazon. Regardez, forcément Amazon c'est son numéro 1. Ils sont numéro 1, donc c'est vraiment... ils sont au top. Mais on voit que c'est très simple à utiliser. Donc voilà un site qui utilise bien. Je trouve que le logo est trop gros ici. On n'a pas besoin d'avoir un énorme logo de la sorte. Mais au moins, il y a une possibilité de commander très, très facilement et un numéro de téléphone et quelques sceaux ici pour rassurer l'acheteur. Voilà. Donc ça, c'est une bonne initiative. Ensuite, on a des sites qui sont... On va voir si j'arrive à vous trouver des sites qui sont... difficile à commander. Alors, par exemple, celui-ci, il n'y a pas de prix, par exemple. On va voir celui-ci. Ça, c'est des antiquités, donc c'est un petit peu différent. On va pas voir de prix parce que c'est des antiquités qui ont déjà été vendues. eBay, ça c'est aussi un des sites qui utilise le mieux, qui fait qui utilise vraiment l'espace sur l'écran de manière tout aussi efficace que Amazon. Donc ça c'est aussi un autre site à vraiment étudier. Mais gardez donc à l'esprit que revisitez ce que vous faites sur Internet actuellement, puis mettez-vous à la place du client. Est-ce que quand votre client arrive sur votre site, est-ce que c'est facile à commander? Est-ce que c'est facile à vous contacter? Est-ce que c'est facile à s'inscrire si vous faites des téléconférences? Est-ce que c'est facile de trouver le bouton d'inscription? Est-ce que c'est facile d'envoyer un message de vous contacter d'un point de vue donc texte ou bien téléphone. Donc simplifiez l'utilisation, mettez-vous vraiment, faites le parcours. Donc faites le parcours de l'expérience, donc du point de vue du visiteur qui arrive sur votre site. Et souvent on se rend compte de choses, on se dit waouh, je savais pas que le prospect devait cliquer 3 fois pour commander. Parfois, je suis sûr que vous l'avez déjà remarqué aussi, on est sur un site, on veut acheter quelque chose et on doit cliquer 3 ou 4 fois pour pouvoir entrer notre prénom et notre nom,
notre adresse, et ensuite 4 ou 5 pages plus tard, on peut enfin commander le produit et donc finaliser la vente. Le problème, c'est que le plus vous faites cliquer, le plus vous faites faire d'efforts à votre acheteur, le moins vous vendez. D'accord? Donc il faut simplifier le processus, que ce soit super facile pour le prospect de commander ce que vous faites, ou de vous contacter, ou de vraiment d'agir suivant ce que vous voulez qu'il fasse. Être visuel dans la communication, ça c'est important. Si vous avez un produit physique, c'est simple, d'accord? On va aller voir encore une fois Amazon. Pourquoi? Parce que vous allez voir que pour beaucoup de produits, ils ont des vidéos. Ok, ça c'est quelque chose que Amazon a fait. Vous pouvez voir que d'un point de vue visuel, ils ont cette possibilité de zoomer. On peut vraiment parcourir. Ça, ils l'ont pour des dizaines de milliers de produits. Donc vous pouvez zoomer, vous pouvez vraiment voir de long en large de quoi il s'agit. Ensuite, Amazon a également des vidéos. D'accord? Ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde, déjà les connexions internet vont de plus en plus vite, donc les vidéos se chargent rapidement. Et là, ça nous donne la possibilité de voir comment fonctionne le produit qu'on veut acheter. Donc ça c'est vraiment important d'utiliser l'aspect visuel d'Internet. Donc si vous avez un site aujourd'hui, vous n'avez pas de vidéo, commencez à utiliser de la vidéo. Même si vous n'aimez pas si vous voulez pas être sur la vidéo vous-même, trouvez quelqu'un d'autre, embauchez quelqu'un d'autre, ou bien un partenaire, ou bien quelqu'un de votre équipe pour faire de la vidéo pour vos produits. Si vous vendez des services, donc des prestations qui sont non tangibles, il vous faut avoir des descriptions visuelles au niveau de vos mots. Donc on va voir dans le module, je crois que c'est soit le module 3 ou 4 où on entre vraiment en détail sur l'utilisation des mots, créer des messages de marketing qui sont vraiment percutants. Mais il faut être visuel parce que sur Internet, c'est très abstrait finalement. Hein. Donc on achète quelque chose sans avoir touché le produit. Alors que quand on va dans une boutique ou bien quand on parle avec quelqu'un, ça nous donne plus de sentiments et de sensations réelles du produit ou du service. Donc là, il est très important, encore une fois, de revisiter votre site, votre processus de vente et de voir est-ce que vous faites usage de l'aspect visuel. Est-ce que vous avez des vidéos, est-ce que vous avez des photos qui sont vraiment bien mises en avant pour que les personnes puissent voir et avoir l'impression d'avoir leurs produits en face d'eux. C'est une des grandes raisons pourquoi Amazon fonctionne si bien, c'est parce qu'ils ont pour chaque produit, enfin chaque produit principal vraiment, ils ont des vidéos, ils ont plusieurs images, vous pouvez changer, vous pouvez zoomer, et c'est pour ça que ils vendent autant de produits, d'accord? Ensuite, il faut satisfaire, quand vous vendez un produit ou un service, il faut comprendre que chaque acheteur a un ego. Okay, on a tous un ego, c'est ce qui fait qu'on est humain. Et puis, il y a beaucoup de transactions qui sont initiées, qui sont vraiment... Ouais, qui prennent place suivant l'ego de la personne. Donc, quand quelqu'un veut acheter quelque chose parce qu'il veut posséder... Il veut être en possession du dernier téléphone ou du dernier... du dernier kit d'haut-parleur ou de la dernière console de jeux vidéo ou du dernier livre de qui que ce soit, il y a aussi toujours une part d'ego. Okay? Donc pensez à pourquoi est-ce que vos prospects achètent. On va parler ici en détail des gâchettes psychologiques. On entrera beaucoup plus sur l'ego et pourquoi et de trouver vraiment les points clés de pourquoi est-ce que vos clients achètent et vraiment pourquoi est-ce que c'est primordial d'utiliser les émotions dans votre marketing. Parce qu'il faut savoir que plus de 80% des transactions, donc que ce soit des échanges, que ce soit des conversations ou que ce soit des transactions financières, il y a toujours, c'est toujours régi par des raisons émotionnelles. Et oui, quand on achète un nouveau téléphone, on dit voilà, c'est le nouveau téléphone, il y a X gigas de mémoire, il y a une nouvelle coque, l'écran est plus grand, etc. Mais c'est une justification de raison émotionnelle. Tous les achats qu'on fait, la grande majorité des achats qu'on fait, pensez à pourquoi est-ce que vous achetez des produits et services. Généralement, il y a toujours
la majorité écrasante, la raison principale pourquoi on achète des produits et services, c'est vraiment poussé par des facteurs émotionnels. Okay? Si vous pensez que vous prenez que des décisions d'achat logiques, je vous invite à regarder le téléphone que vous avez, ou bien la télévision que vous avez, ou bien la voiture que vous avez, ou bien les vacances que vous avez faites avec votre famille, ou bien n'importe quelle des 5 ou 10 dernières transactions que vous avez faites, et de vous dire, est-ce qu'il n'y avait pas moins cher? Est-ce qu'il n'y avait pas moins cher sur le marché? Et si vous êtes comme moi et vous avez le dernier iPhone, ou bien le dernier Samsung, ou le dernier Nokia, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi que vous aurez très bien pu acheter un téléphone à 5 ou 10 euros, mais vous avez acheté un téléphone qui coûte des centaines d'euros. Et oui, vous avez peut-être pris un abonnement qui vous permet de payer 30, 40, 50 euros par mois pendant 2 ans, mais si vous faites le calcul, il vous aurait été beaucoup plus avantageux d'avoir un téléphone meilleur marché. Donc encore une fois, c'est une des confirmations que la grande majorité de nos transactions sont régies par des facteurs émotionnels. Donc utilisez l'ego dans votre marketing. Parlons maintenant de la valeur perçue. La valeur perçue doit toujours être plus élevée que le coût. C'est-à-dire que il faut comprendre que dans n'importe quelle situation de vente, donc dès qu'il y a un achat ou une vente, un échange finalement, c'est vraiment un échange de valeur. Quelqu'un va vous donner des billets de banque ou bien va vous faire un virement pour ce que lui perçoit, pour quelque chose qui pour lui a de la valeur. D'accord ? C'est-à-dire que quand vous allez acheter un livre, vous estimez que vous allez pour vos 10, 15, 20 euros, vous allez avoir de la valeur parce que vous allez apprendre quelque chose de nouveau, ou bien vous allez pouvoir vous évader parce que vous avez acheté un nouveau roman par exemple, mais vous échangez votre valeur financière, donc de l'argent, avec ce que vous estimez qui a une valeur égale ou supérieure à votre argent. Et c'est la même chose pour vos clients. Vos clients doivent avoir l'impression que, c'est dans votre responsabilité de créer une valeur perçue plus élevée que le coût. Okay ? Donc, mettez-vous à la place du client en se disant, voilà, et c'est pas une question de baisser le prix. En aucun cas, je vous dis de baisser les prix. Vous allez voir dans le système élévation et conversion, ou si vous avez déjà suivi le système élévation et conversion, vous avez sans doute déjà vu que il ne s'agit pas de baisser les prix. Il n'y a aucun mérite, il n'y a aucun avantage à être le vendeur, le meilleur marché dans votre marché. Okay, ça ne sert à rien. Vous allez attirer les clients qui sont déjà qui achètent basé sur du prix. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous avez un autre concurrent qui arrive avec un plus gros budget, un plus gros capital que vous et qui baisse les prix? Vos clients que vous pensiez qui étaient vraiment loyaux et fidèles iront chez votre concurrent qui est moins cher que vous. Donc le pire que vous puissiez faire, c'est être le moins cher du marché. Si vous êtes le moins cher du marché aujourd'hui, il faut complètement réévaluer et repenser votre marketing. Il faut comprendre que la valeur perçue doit toujours être plus élevée que le coût. Donc vous devez créer une offre et une proposition pour que le prospect se dise, voilà, l'échange je suis gagnant si je fais cet échange. En donnant de l'argent à cette personne, donc à vous, je suis gagnant parce que j'en dégage plus de valeur que ce que j'estime donner pour mon argent. Donc ça, c'est très très important. On va parler maintenant de l'inversion de risque. L'inversion de risque, c'est un des moyens les plus efficaces pour vraiment croquer une énorme part de marché et vous positionner comme une référence incontournable, même si vous démarrez maintenant. L'inversion de risque, consiste en la chose suivante, c'est de fournir. Déjà, je vais vous expliquer d'où ça vient. Dans n'importe quelle transaction, il y a toujours une part de risque perçu. C'est-à-dire que quand quelqu'un décide d'acheter quelque chose, d'aller au cinéma, donc d'acheter une place de cinéma, d'acheter un voyage, d'acheter une bouteille d'eau, une bouteille d'alcool ou quoi que ce soit,
il y a toujours, vu qu'il y a un échange, il y a toujours un facteur risque. Okay, même s'il y a des conditions de garantie qui sont satisfaites ou remboursées, il y a toujours il y a deux pertes, il y a deux possibilités de perte pour l'acheteur. Il y a une perte financière, parce que si la personne achète quelque chose qui ne lui plaît pas et qu'elle ne peut pas le rembourser, eh ben, elle va être déçue financièrement, mais il y a aussi une perte de temps. D'accord? Parce que si quelqu'un passe des mois ou des années ou même des semaines en achetant un produit qui ne lui satisfait pas ou qui ne lui permet pas d'atteindre ses objectifs, il y a non seulement une perte financière, mais il y a aussi une perte de temps. Parce que s'il avait acheté un autre produit, elle aurait été immédiatement plus satisfaite par le produit lui-même. Donc, il y a toujours une part de risque. Donc, n'importe quelle transaction comporte un facteur de risque, un facteur risque. C'est vraiment votre mission finalement, je vois ça comme une mission et une responsabilité de la part du vendeur de créer du matériel de marketing et de mettre des offres en place qui permettent de vraiment d'inverser le risque perçu. C'est-à-dire que pour que la personne, enfin si vous voulez vraiment exploser vos ventes, faites en sorte que votre offre contienne plus de prise de risque de votre part que celle du client. C'est-à-dire que vous assumez et vous prenez le risque perçu plutôt que de le placer sur le dos de votre prospect potentiel, donc client potentiel, donc votre prospect. Une des manières de faire ça, donc il s'agit simplement de créer du confort lors de la transaction. Okay? Donc rendre le processus d'achat et la situation d'achat plus confortable et donc descendre la barrière de risque suffisamment pour que le prospect puisse se dire ok, je me sens bien, je vais acheter, plutôt que de dire voilà, bon, je vais réfléchir, c'est pas sûr, il y a une part de risque, bon, je vais réfléchir, je reviens vers vous. Et on sait tous que quand on entend je reviens vers vous, la personne ne revient jamais. Donc il faut vraiment, enfin, il est de votre responsabilité de créer un scénario pour inverser le risque. Une des manières de faire ça, par exemple, c'est de fournir une garantie absolument incroyable. Donc, vous avez sans doute une garantie, je crois que la loi de toute façon oblige aujourd'hui à 14 jours. Pour la plupart des services, je sais qu'il y a des exceptions, mais généralement c'est 14 jours pour l'ensemble des produits. Encore une fois, je sais qu'il y a des exceptions, je ne suis pas un expert juridique, mais c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de faire votre recherche par rapport à votre marché et puis à vos termes et conditions, enfin dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Mais une des manières les plus rapides pour éliminer le risque perçu, c'est d'offrir une garantie en béton armé. C'est-à-dire que vous pouvez offrir les 14 jours, pas les 40 jours. Les 14 jours obligatoires donc qu'exige la loi, par exemple en France. Encore une fois, moi je suis suisse, donc les lois qu'on a en Suisse, les lois qui sont en Grande-Bretagne sont différentes que celles en France, parce que tout change d'un pays à l'autre. Mais vraiment l'important, c'est de mettre une situation de garantie, par exemple, qui donne l'impression et qui véhicule la perception que c'est vous le vendeur, donc que c'est votre entreprise qui prend le risque. Et vous voyez qu'il y a des entreprises qui font ça brillamment. Il y a des sociétés comme Zappos aux États-Unis où vous pouvez commander littéralement des cartons et des cartons de chaussures, par exemple, et vous pouvez choisir donc vous pouvez les essayer à la maison. Ensuite, vous pouvez renvoyer ceux que vous voulez pas avoir, que vous voulez pas garder, et vous êtes seulement facturé pour ceux que vous gardez. Et les frais de port sont gratuits. Donc ça, c'était une offre incroyable. Je vais voir parce que j'achète pas grand chose en France, donc je vais voir si Zappos. Est-ce que Zappos existe en France? Déjà, on va voir ça. Je suis curieux. Et puis sinon, on va voir si Zalando fait ça, parce que la version européenne de Zappos, c'est Zalando. Et je sais que, alors on va voir ici sur Zalando. Ok, donc Zappos n'existe pas en France, c'est pas grave. On va voir sur Zalando s'ils offrent
Alors, voyons voir. Je sais pas si Zalando le fait. Vous pouvez voir que eux, par exemple, ils ont enfin, c'est une des plus grosses boîtes e-commerce en Europe, donc ils ont vraiment des conditions en béton armé. La qualité de service est une priorité. Vous avez 100 jours, donc voilà, ça c'est beaucoup plus que les 14 jours obligatoires selon la loi. Donc forcément, le risque perçu est plus petit. D'accord? Voilà, livraison et retour gratuit. Les frais de livraison et de retour sont toujours gratuits, vous n'aurez donc aucun coût additionnel. Vous voyez que là, on va fermer ça pour un peu de clarté. Vous voyez que sur chaque page de Zalando, il y a les éléments principaux de l'offre. Et ça fait partie de leur offre, par exemple. Livraison et retour gratuit, satisfait ou remboursé sous 100 jours. Voilà, très simple à comprendre. C'est pour ça que Zalando est vraiment sorti de nulle part et a explosé le marché. J'essaie de voir si... Alors, qualité de service, livraison express, c'est la dernière étape. Livraison service gratuit, retour gratuit. Je ne sais pas si Zalando le fait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zappos aux États-Unis le fait. C'est l'équivalent de Zalando aux États-Unis. Le fait, donc, par exemple, quand vous commandez des chaussures sur le site de Zappos, je vais vous montrer zappos.com, comme ça vous voyez de quoi je parle. Sur ce site-là, vous pouvez donc commander littéralement 5, 10, 15 paires de chaussures. Et quand vous les recevez à la maison, vous les essayez. Et quand vous... et ensuite, si vous n'aimez pas certaines paires de chaussures, vous pouvez les renvoyer gratuitement et garder seulement celles que vous voulez. Et vous êtes donc, vous ne payez pas pour celles que vous ne gardez pas. Donc voilà une situation... un exemple d'inversion de risque. Donc quelqu'un qui arrive là et en disant, surtout quand on achète des textiles, par exemple des habits ou bien des chaussures, on se dit ouais mais bon, est-ce que ça va être confortable, est-ce que la taille va être bonne, est-ce que la couleur va me plaire quand je les porte. Zappos, ils ont vraiment révolutionné ça. Et puis ils étaient les premiers vraiment dans le marché à inverser le risque en disant ok, commandez tout ce que vous voulez, vous serez seulement facturé pour ce que vous gardez. Donc voilà un exemple d'une garantie ou d'une offre qui est vraiment irrésistible. Un autre exemple, c'est un essai avant l'achat. Donc ça c'est assez simple à comprendre finalement. Un essai avant l'achat, c'est-à-dire que vous pouvez essayer pendant 30 jours, donc vous commandez le produit, que ce soit un produit digital ou physique, vous pouvez l'essayer et puis ensuite vous êtes débité seulement dans X jours, donc ça peut être après 14 jours, 30 jours ou 60 jours. Ça c'est aussi une inversion de risque parce que vous donnez la possibilité aux clients d'essayer votre produit avant d'être facturé, débité. Inversion de risque avec le service après-vente, vous voyez on a deux exemples ici, donc le service clientèle de Zappos qui est, alors on va voir si, bon vu que c'est en anglais, on va aller sur le site de Zalando, voilà un exemple, service client gratuit, ils le mettent aussi d'ailleurs dans leurs termes et conditions, ce qui est marrant ici, qualité de service certifiée, paiement sans, non ici satisfait ou remboursé, puis ensuite service client gratuit. C'est marrant, comme si le service client était parfois payant. Mais bon, c'est une autre ligne, un autre élément qui mentionne dans leur valeur ajoutée. Ensuite, voilà un autre exemple, donc, par exemple de service après-vente qui est mis en avant sur le site principal en haut à gauche, vous voyez, avec le numéro de téléphone. Un autre exemple, offrir un retour sur investissement plus rapide ou plus grand. Ça c'est par exemple tout ce qui est prestations financières, prestations bancaires. On le voit beaucoup. C'est-à-dire que vous voyez par exemple des banques qui vous promettent des taux. On a des investissements à droite et à gauche, des investisseurs ou des fonds d'investissement qui vous promettent des retours sur investissement plus grands ou plus rapides que des banques par exemple. Donc ça c'est également une inversion de risque. Vendre de l'argent au rabais, ça c'est aussi un autre exemple, par exemple de pouvoir répartir l'achat d'une voiture non pas d'un coup, donc de ne pas payer 30 ou 40 000 euros d'un coup, mais de répartir ça sur des mensualités. Donc ça vous permet d'avoir la valeur au rabais finalement, donc d'avoir la voiture de manière immédiate, mais sans avoir à payer tout d'un coup. Parfois il y a aussi, vous verrez aussi des entreprises qui utilisent ça dans
le fait de faire des économies, donc si vous payez tout en un coup, par exemple si vous payez votre voiture ou votre téléphone d'un coup, vous pouvez économiser par rapport à si vous payez donc chaque mois. Et ensuite un grand aspect, on va parler beaucoup de ça, c'est de l'inversion de risque, c'est le témoignage. Donc personne ne veut être le premier à utiliser un service, personne ne veut être le pionnier finalement. Parce que ceux enfin, quelqu'un qui démarre, enfin, un prospect qui achète quelque chose qui n'a pas encore été prouvé, sa perception du risque est beaucoup plus élevée plutôt que s'il voit des centaines ou des milliers de personnes qui ont déjà utilisé le service ou le produit qui est vendu. Un exemple tout bête, c'est que si vous allez on va aller sur Amazon par exemple ici, vous voyez que les commentaires clients c'est quelque chose d'absolument primordial chez Amazon. C'est sur chaque produit, il y a les commentaires clients parce que à, euh, ça permet à quelqu'un qui est intéressé par exemple, ce petit drone ici, que j'ai d'ailleurs vu, c'est marrant, je l'ai vu ici dans une des boutiques ici, de voir les avis d'autres personnes. D'accord. Donc voilà, c'est réconfortant de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont acheté et qui ont donné leur avis. Donc voilà un autre moyen d'inverser le risque. Ok, maintenant on va parler des gâchettes psychologiques. Alors souvenez-vous, comme on a dit, plus de 90, les études montrent parfois c'est 80, parfois c'est 90, et il y a différentes études qui montrent différentes choses, mais la grande majorité des achats sont émotionnels. Donc la question qu'on se pose toujours maintenant en tant que vendeur, hein, quand vous vendez quelque chose, c'est comment déclencher plus d'émotions chez vos prospects et clients. Que vous vendiez un truc aussi commun que du café, par exemple, comment se fait-il qu'une boîte comme Starbucks ou bien n'importe quelle chaîne de coffee shop fonctionne aussi bien et en vendant quelque chose qui est considéré comme une commodité. Alors, on va voir maintenant différentes gâchettes psychologiques qui vont vous aider à vraiment avoir une meilleure assise vraiment sur comment influencer les pensées, mais également les actions de vos prospects, comment les transformer plus rapidement de prospects en clients. Gâchette psychologique numéro 1. Enfin, plutôt, avant de commencer, je vais vous dire également que toutes ces différentes gâchettes peuvent et doivent être utilisées différemment et ensemble. C'est-à-dire que, évidemment, vous pouvez parfois pas utiliser tous les éléments pour un produit. Je vais vous donner des exemples concrets pour chacune de ces gâchettes. Mais le plus de gâchettes vous pouvez utiliser dans votre marketing pour vos produits, le plus vous aurez de ventes. C'est aussi simple que ça. Et le mieux vous arrivez à communiquer la gâchette en question, le plus vite le plus facilement et le plus facile vous sera de communiquer comment dire, l'état, comment dire, de percuter l'aspect émotionnel de votre prospect. Commençons, la peur. La peur. On voit la peur qui est utilisée quotidiennement par les médias pour nous manipuler. On le sait, vous le savez, il n'y a pas besoin d'être un génie pour le comprendre, pour le voir. La peur est une gâchette psychologique euh, extrêmement forte, extrêmement puissante. Un exemple, c'est par exemple le fait, les vaccins. Okay, les vaccins sont utilisés comme prévention lorsqu'on voit qu'il y a des crises dans le monde. La presse nous parle de morts par exemple du virus de l'Ebola. Évidemment, avec la peur de mourir, qui est une des peurs les principales d'être humain, vient la peur donc de survie. Et vous pouvez voir qu'il y a justement une gâchette psychologique qui est la survie. Et donc on agit, donc on va chez le médecin et on se fait vacciner. Alors j'ai des opinions qui sont assez contraires au grand public, donc je suis pas du tout d'accord avec les vaccins. Je parle pas de ça ici maintenant, mais euh, tout ça pour dire que le monde, par exemple médical, joue énormément sur la peur. La peur de tomber malade, la peur de mourir, la peur d'une catastrophe. Le monde des assurances, par exemple, joue également sur la peur. Une assurance vie, une assurance santé, les assurances voiture jouent également sur la peur. C'est vraiment la gâchette qui est utilisée de la manière la plus basique, hein.
Et si il y a un malheur qui se passait? Et si? Donc ça, c'est une gâchette qui est extrêmement forte. Vous pouvez aussi l'utiliser pour, pour sous format de la peur de perdre quelque chose, la peur de perdre une bonne offre, par exemple. Quand, par exemple, EasyJet fait des promotions pour des billets bon marché et qu'il y a une date limite, ça vous force à agir et à commander vos billets parce que vous avez peur de rater cette offre et de devoir payer le prix plein, par exemple. Donc, il y a la peur encore une fois, la peur de survie, donc de mourir, mais également la peur de perdre potentiellement quelque chose. Ça peut être donc quelque chose d'actuel ou de futur. Donc la peur est une gâchette extrêmement forte. La culpabilité est également une gâchette très forte. Le monde de l'éducation, par exemple, de la formation, ou bien euh, des achats que les parents font pour leurs enfants jouent énormément sur la culpabilité, euh, avec des phrases telles que voilà, prouvez que vous êtes un bon parent en achetant tel ou tel produit pour votre enfant. Traitez votre enfant de la de la meilleure des façons. Traitez vos animaux domestiques de la meilleure des façons. Donc la culpabilité est également quelque chose d'extrêmement primal. Ok. Et toutes ces gâchettes psychologiques, il faut en être conscient. Donc ça marche dans les deux sens. Il faut en être conscient quand vous les utilisez pour vendre vos produits, mais c'est également très utile d'en être conscient quand vous les voyez être utilisés dans des produits ou services que vous voulez acheter, lorsque vous achetez quelque chose. Donc ça vous permet aussi de déchiffrer un petit peu les manipulations, parce que quand on est dans la vente, on est toujours dans le monde de la manipulation, hein. Il ne faut pas se leurrer. Quand on vend, on manipule. Donc, toutes ces gâchettes vous permettent de manipuler l'opinion du prospect pour qu'il puisse acheter votre produit. Et encore une fois, c'est la réalité, hein. Là, je vous donne la réalité de ce qui se passe dans le monde de la vente et du marketing. Euh, Après avoir fait des dizaines de millions de chiffres d'affaires pour mes entreprises et pour nos clients, la réalité concrète et honnête, c'est qu'on est toujours dans un monde de manipulation. Quel que soit le produit ou le service que vous voyez dans les magasins, dans les boutiques ou à la télévision, il y a toujours de la manipulation, ça fait partie du jeu. Maintenant, j'aimerais également dire que je vous encourage fortement à utiliser uniquement ces gâchettes psychologiques pour influencer et manipuler vos prospects si votre produit est de bonne qualité. Si vous vendez un produit qui est moisi, qui est pourri, utiliser ces gâchettes peut détruire votre business. Je vous le dis tout de suite parce que ça peut augmenter vos ventes énormément, mais si vous vendez un produit ou un service de mauvaise qualité, ça va augmenter également l'insatisfaction, okay, de votre marché. Donc si pour chaque produit que vous vendez, pour chaque 10 produits, vous avez 3 personnes qui ne sont pas contentes, donc c'est 30% d'insatisfaction. Si vous faites 1000 ventes, c'est 300 personnes qui vont être mécontentes. D'accord? Et ça, c'est beaucoup de problèmes pour vous. Donc, si votre produit est de mauvaise qualité, l'histoire montre que vous serez très mal barré si vous pensez pouvoir manipuler votre marché en offrant et en vendant, en fournissant un produit ou un service de mauvaise qualité. Donc, votre produit doit être de bonne qualité. Voilà. Mais la culpabilité, lorsque vous avez donc un produit ou un service de bonne qualité, vous pouvez vraiment utiliser et vous devez utiliser ces gâchettes psychologiques. Parlons de la fierté. La fierté, c'est une gâchette qui est extrêmement utilisée dans le monde de la vente, hein. Donc on le voit surtout dans le marché du luxe, par exemple, la fierté d'avoir une nouvelle voiture, la fierté d'avoir un nouveau téléphone, d'avoir un nouveau sac, d'avoir des nouvelles chaussures, la fierté d'avoir acheté un billet de concert en VIP par exemple, pour être plus proche de la scène. Donc la fierté, c'est vraiment une gâchette très très forte parce que voilà, on touche à l'ego quand on parle de fierté, quand on inclut des messages de fierté, des allusions à la fierté dans le marketing, on touche à l'ego. Donc ça, c'est vraiment vraiment important de l'inclure pour influencer votre prospect. L'avidité. L'avidité, c'est malheureusement quelque chose qu'on trouve, je ne juge pas l'être humain, je ne suis pas là pour juger l'être humain, c'est simplement une constatation, un constat que je fais, c'est que l'être humain, comme on le sait,
est extrêmement avide. Peut-être pas tout le monde, mais par exemple quand on voit les banquiers ou quand on voit certains marchés qui exploitent vraiment les faiblesses du marché et qui de manière tout à fait consciente exploitent des milliers de personnes pour leur propre voilà, pour leur avidité finalement, pour quelques millions ou quelques dizaines de millions de plus, en sachant qu'ils font du mal au marché. L'être humain est avide depuis ses premiers jours, depuis, si on lit les récits des premiers hommes, ou même des civilisations telles que les Grecs et les Romains, l'avidité fait partie de notre, ouais, de notre race humaine finalement. Et dans le monde de la vente, c'est une gâchette qui est extrêmement facile et simple à utiliser pour manipuler vos prospects. Un exemple, le monde des collecteurs, par exemple, donc les entreprises qui vendent par exemple des pièces rares ou des pièces de collection, jouent énormément sur le fait d'être l'unique personne qui possède tel ou tel tableau, ou bien d'être la seule personne ou la dernière personne ou la seule personne au monde qui possède telle ou telle collection complète, ou bien d'être la seule personne à pouvoir acheter une des 50 voitures créées par Ferrari. Donc il y a l'avidité fait partie de l'être humain. C'est une émotion qui est très forte et puis vous pouvez également l'utiliser dans votre marketing. La survie, on a parlé un petit peu de la peur de mourir tout au début là de cette section. C'est également forcément une des gâchettes les plus primales, si je puis dire, parce que on touche vraiment à l'humanité et à la survie d'être humain. Donc c'est-à-dire que euh, le monde pharmaceutique, par exemple, joue énormément sur ça. C'est pour ça que les médicaments de maladies qui sont extrêmement graves coûtent des fortunes parce que bah, quand quelqu'un est gravement malade, il a beaucoup plus tendance à vouloir payer des prix exorbitants pour des médicaments, par exemple. Donc, malheureusement, il y a des abus, hein, mais voilà un exemple d'un marché qui exploite la survie énormément. Un autre marché qui exploite cette gâchette psychologique est celui, par exemple, de la sécurité rapprochée dans des pays tels que l'Afghanistan ou l'Irak, par exemple, où il y a des forces spéciales qui sont privées, donc des entreprises privées qui font la protection d'ambassadeurs ou de consulats ou bien de PDG ou de dignitaires, parce que voilà, ils vendent le package avec 2, 3 ou 5 soldats privés qui accompagnent justement les personnes de renommée pour les permettre de rester en vie. Donc c'est vraiment un aspect très basique hein, et primal, c'est la survie. Donc voilà comment ces deux industries utilisent la survie par exemple. L'amour est également une gâchette psychologique énorme. Hein. Donc par exemple les fêtes comme la Saint-Valentin qui jouent évidemment sur l'amour, qui exploitent cette gâchette de l'amour, qui vous en quelque sorte qui vous challenge, hein, qui défie le marché à dire voilà si vous aimez votre conjoint ou votre copine ou votre copain, prouvez-le, dépensez de l'argent. Vraiment, une fête comme la Saint-Valentin, c'est, si on simplifie le message, c'est ça. C'est le plus vous dépensez, le plus vous aimez. Donc évidemment, ça touche à quelque chose de très primaire, primal aussi, qui est l'amour. Donc voilà quelque chose un exemple hein, un exemple d'un marché. Un autre marché également, c'est celui des anniversaires. Hein. Quand il y a un anniversaire, généralement, on dépense plus que ce qu'on dépenserait d'habitude pour quelqu'un qu'on aime. Un autre marché un petit peu plus, je dirais, morbide, c'est le marché des funérailles. Parce que quand quelqu'un décède, eh bien, généralement, de manière très subtile, hein, souvent, moins subtile parfois, mais généralement assez subtile, les, je sais pas comment on appelle ça, les entreprises funéraires ou bien les pompes funèbres hein, offrent des packs qui vont d'offres relativement bon marché à des offres extrêmement chères. Et puis là, vous êtes confronté à
Combien êtes-vous prêt à dépenser pour la personne que vous aimiez toute votre vie? Est-ce que en dépensant moins d'argent, ça veut dire que vous aimiez cette personne moins que si vous dépensiez quelques milliers d'euros de plus? Bref, voilà comment ce marché-là utilise aussi les gâchettes psychologiques. Et là, il y a un mélange, hein. Il y a le mélange de l'amour, donc, mais également de la perte, donc de la déception aussi, qui est également un facteur émotionnel très fort. Ensuite, l'insécurité. Hein, ça, on le voit dans la presse tous les jours. Il n'y a pas besoin de regarder plus loin que d'allumer son poste de télévision et de voir comment les gouvernements et les sociétés pharmaceutiques et les groupes de sécurité euh, exploitent, hein, le phénomène de l'insécurité. Il y a donc les sociétés par exemple de sécurité privée, comme j'ai dit, dans des pays tels que l'Irak et l'Afghanistan génèrent des fortunes en exploitant ce filon de l'insécurité. Il y a l'industrie des caméras de surveillance, par exemple, fleurit quand il y a de l'insécurité. Donc, évidemment, quand il y a insécurité, il y a un risque perçu, donc il y a un risque physique ou bien digital, hein, si on peut voir que les gouvernements et puis les entreprises investissent beaucoup beaucoup d'argent maintenant dans tout ce qui est par exemple sécurité informatique parce qu'ils ont peur de se faire hacker et ils ont peur de retrouver toutes leurs données personnelles sur Internet. Voilà une autre gâchette psychologique. La honte est également une gâchette très forte. La honte de ne pas pouvoir payer ses factures, la honte de ne pas pouvoir, voilà, si vous avez quelques kilos en trop, si vous avez 10, 15, 20 kilos de trop, le marché de l'amincissement, de la perte de poids exploite ce filon très fortement avec la honte de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir se mettre en maillot de bain, ou la honte de ne pas pouvoir mettre son habit préféré, ou la honte de ne pas être, voilà, de ne pas être attirant dans une soirée, par exemple, où il y a d'autres personnes qui sont autour de vous et puis euh, dans une situation par exemple où vous essayez de séduire quelqu'un enfin, du sexe opposé ou du même sexe, hein, de la honte de ne pas être à la hauteur. Voilà une autre gâchette exploitée énormément par ce marché-là. Les économies également, donc la possibilité d'économiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand par exemple McDonald's ou bien les compagnies aériennes font des offres spéciales, ou bien même les entreprises les concessionnaires hein, qui font des offres spéciales pour vendre des véhicules. Ça, c'est également une gâchette psychologique de pouvoir économiser. Et c'est aussi lié à la peur de perdre, dans la peur de perdre une bonne offre et la possibilité d'économiser. Donc généralement, ces deux gâchettes sont... Vous voyez que ces gâchettes, c'est finalement des gâchettes qui sont généralement utilisées à coup de deux ou trois ensemble. Évidemment, on ne peut pas tout mélanger non plus, hein, c'est très rare. J'arrive même, après avoir enfin, même avec moi, toute l'expérience que j'ai, j'arrive pas à penser à un seul produit ou qui mélange toutes ces 10-12 gâchettes psychologiques. Mais généralement, ce qu'on voit, c'est que il y a toujours entre 2 et 5 gâchettes qui sont utilisées pour chaque produit, pour chaque marché. Ensuite, le désir de rester pertinent. Ça, c'est généralement pour des personnes qui sont dans le marché des passions, par exemple. C'est-à-dire que le marché de l'édition de magazines, par exemple, ça c'est, enfin, vend essentiellement sur le désir de rester à jour, de rester informé, de rester éduqué, de rester pertinent. Quand on s'abonne à des magazines sur Internet ou des magazines physiques, c'est généralement pour être informé sur ce qui se passe. Donc aussi pour éviter d'avoir honte quand on est quand on est à table avec d'autres personnes et puis de ne pas savoir de quoi il s'agit, si quelqu'un aborde un nouveau thème. Donc ça c'est également lié à, par exemple, la honte de ne pas être au courant. Une autre gâchette, l'admiration des voisins ou des pairs ou d'autres personnes ou des personnes qui vous critiquent. Ça c'est assez classique hein, quand on fait une grosse dépense, comme si on achète une nouvelle voiture de course par exemple. Généralement, c'est très fortement lié à vouloir avoir l'admiration ou la jalousie de personnes qui veulent avoir votre situation. Évidemment,
quand vous demandez à quelqu'un de vous dire pourquoi ils ont acheté une nouvelle Ferrari, ils vont vous dire voilà, parce que c'est une jolie voiture, elle est rapide, etc. Mais réellement, quand on creuse, et s'ils sont parfaitement honnêtes avec eux-mêmes, c'est aussi pour avoir l'admiration de personnes autour d'eux, d'avoir des personnes qui leur envient leur situation, etc. Et finalement, la dernière gâchette ici que j'ai listée, c'est le fait de posséder quelque chose, d'être propriétaire de quelque chose. Donc, quand on voit des publicités enfin, qui mettent en avant, par exemple, le fait d'être propriétaire de son domicile, ou bien de posséder comment dire, enfin, des actions à la bourse, ou de posséder même le dernier téléphone qui vient de sortir, ou bien de posséder j'ai vu par exemple, j'étais à Londres là. Enfin, je suis à Londres actuellement, mais j'étais dans un magasin et puis quelqu'un avait la nouvelle montre Apple. Et puis, c'était le jour où elle venait de sortir. Et puis, enfin, on peut payer maintenant avec. Je suis même pas trop au courant de ça, mais on peut payer avec la montre. Donc, on peut payer par carte de crédit et puis si vous rapprochez la montre de la bande de carte de crédit, ça déduit votre paiement, donc c'est comme ça fait office de carte de crédit. Et puis cette personne était tellement fière d'être devant à la caisse, devant tout le monde, et puis a mis 15 secondes à retrousser sa manche pour que tout le monde voit qu'il ait une montre, la nouvelle montre, et puis ensuite c'était un type, donc il a pris le temps de vraiment coller plusieurs fois sa montre à la bande de carte de crédit, etc. Donc voilà, un exemple de quelqu'un qui était très fier d'être propriétaire d'une montre. Donc voilà, c'est aussi le marché par exemple des antiquités ou le marché des collecteurs joue également sur cette gâchette d'être propriétaire du seul Van Gogh ou de la seule peinture, du Picasso, etc. Voilà pour ce qui est des gâchettes psychologiques. Donc réfléchissez à quelle gâchette vous pouvez utiliser dans votre marketing. On va passer maintenant on est à 20 minutes donc on est bien. On a encore trois thèmes, trois sections à couvrir. Comment sexifier une offre? Alors, sexifier, c'est pas vraiment un mot, c'est un mot que j'utilise pour un petit peu interpeller les gens, les entrepreneurs. On comprend bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire comment rendre une offre sexy, comment rendre une offre attrayante. Alors, on a parlé un petit peu de comment voilà, créer de l'intérêt avec ces gâchettes. Maintenant, je vais vous montrer des études de cas. On va aller voir Starbucks. Starbucks qui vend donc du café. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer tout ça. Donc quand quelqu'un me dit oh Mathias, je vends un produit qui est tout à fait banal, je vends de l'eau ou je vends du café, comment est-ce que je peux être unique parce que j'ai plein de concurrents? Alors, bah, c'est très simple. On va aller voir cette entreprise qui s'appelle Starbucks et déjà on va aller voir le chiffre d'affaires. Comme ça vous ouvre un petit peu, ça vous ouvre un petit peu les yeux pour voir un petit peu comment en vendant du café on peut créer une entreprise qui a fait, voilà, chiffre d'affaires en 2012, 13 milliards. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent du café. Mais qu'est-ce que Starbucks vend vraiment? On va voir les images parce que c'est ça qui est vraiment le plus parlant. Ça, c'est le logo. Maintenant, moi, je vois intérieur. Voilà. Alors, vous voyez que, évidemment, ils vendent du café, mais regardez l'intérieur. Vous avez déjà été dans un Starbucks, vous voyez comment c'est. C'est très convivial. Ok, c'est très convivial. Par exemple, vous avez souvent, il y a voilà, un exemple ici, vous pouvez vous poser tranquillement à discuter. C'est vraiment un lieu de rencontre finalement. Ce que Starbucks vend, enfin comment dire, vraiment, pourquoi est-ce que Starbucks est devenu Starbucks? C'est parce qu'ils vendent une expérience qui permet de se retrouver quelque part, un lieu de rencontre. Voilà, c'est vraiment ça que Starbucks vend. C'est un lieu de rencontre où vous pouvez passer du temps après le boulot, ou bien en après-midi ou le week-end pour voir vos amis quand vous voulez pas forcément rester chez vous. Vous voulez sortir un peu, mais vous voulez quand même voilà, voir du monde et puis avoir un café. Starbucks vend justement l'expérience et puis la possibilité de rester enfin, dans un endroit qui est généralement assez sympa
et puis de passer du bon temps à boire du café. Alors oui, le produit qu'ils vendent, la commodité qu'ils vendent, c'est du café, mais c'est pas comme ça qu'ils ont construit leur empire. Leur empire, il a été construit parce que ils ont des intérieurs qui sont sympas, la lumière est tamisée, il y a des canapés. C'est vraiment un endroit qui est sympa, où on peut passer 1, 2 heures à discuter et puis à rencontrer, à voir ses amis et puis voilà, à discuter. Voilà ce que Starbucks vend. Donc encore une fois, ils sont partis du café et ce qu'ils vendent vraiment, c'est l'expérience. Ok? Ils vendent l'expérience. On va mettre comme ça. Vend l'expérience. Ensuite, donc demandez-vous vraiment ce qu'achètent les gens. Est-ce que les gens qui vont au Starbucks, ils achètent vraiment que le café, en sachant qu'ils peuvent aller chez Quick? Je sais pas si Quick fait du café, mais McDonald's fait du café, n'importe quel bistrot fait des cafés. Pourquoi est-ce que Starbucks fait 13 milliards en 10 et 15 milliards par année et puis il y a des cafés à droite et à gauche qui ferment, qui font faillite? C'est parce qu'il y a cette expérience qui a été cultivée, qui a vraiment été étudiée pour créer un lieu de rencontre conviviale. Et oui, quand vous êtes là-bas, vous voyez tous les cafés qui sont affichés en haut ici. Voilà un exemple. On va aller voir un autre exemple qui est celui de Fiji Water. On va voir ici. Fiji Water, c'est un excellent exemple d'une boîte qui vend de l'eau. Ok. Donc, on va fermer Starbucks et on va entrer en détail sur l'eau. Je veux que vous regardiez un petit peu. C'est très intéressant pour vous de passer du temps à rechercher un petit peu ce que je vous montre là, parce que ça vous montrera que Fiji Water vend enfin c'est une des eaux les plus chères hein, qu'on trouve en grande surface. Ils sont entre 5 et 10 fois plus chers que les eaux les meilleurs marchés. Ils font, je vais voir si on arrive à trouver les chiffres. Alors, il n'y a pas vraiment de chiffres ici. Pas vraiment de chiffres. Pas grave. Ils font des dizaines de millions par année en vendant de l'eau. Ok? Voilà. Fiji, la bouteille. Maintenant, regardez quelque chose d'intéressant. Plutôt que d'avoir, ok, je vais ouvrir une autre page Google et on va voir une eau qui est très très bon marché, qui est, euh, allez, bouteille d'eau. On va mettre bouteille d'eau, on va voir ce qui sort en premier. Généralement, c'est cristalline qui est assez bon marché. Voilà, allez, on va prendre cristalline. Eau cristalline. Alors, comparer cette bouteille d'eau, d'accord, avec ce packaging-là, donc avec cet emballage-là. Quel emballage vous donne le plus envie? Qu'on soit très honnête l'un avec l'autre. Quand on voit, je vais essayer de trouver une meilleure photo pour vous, mais voilà. Quand on voit une photo de ça, ok, et quand on voit une photo de ça, qu'est-ce qui vous donne le plus envie d'acheter? Si on est parfaitement honnête, c'est bien évidemment l'eau Fiji. Pourquoi? Parce que déjà quand on tient la bouteille, elle est beaucoup plus solide. Hein. La bouteille de cristalline, c'est vraiment du plastique, c'est super mince, c'est comme du papier. Je sais parce que j'en ai acheté des tonnes quand je joue au tennis. Le bouchon se tord, la bouteille se tord, ça se plie très rapidement, alors que la bouteille Fiji, elle est beaucoup plus solide. Donc on a déjà un feeling, une sensation de solidité. Mais qu'on s'entende bien, c'est de l'eau, hein. Donc oui, l'eau vient de Fiji, mais finalement c'est de l'eau. Donc regardez le marketing que je vais aller voir sur le site parce que j'aimerais vous montrer le marketing que a Fiji Water. Alors, voilà. Donc le positionnement de Fiji Water dans le marché, c'est le slogan, c'est une eau qui a été intouchée. Je sais pas si on dit intouchée. Bref, vous comprenez. Une eau qui n'a jamais été touchée par l'homme et qui est directement dans la bouteille. Ça, c'est le slogan. Ok. Donc, j'essaie de voir si on arrive à voir le slogan ici. Voilà.
Alors, voilà. Fiji Water vous vient directement des îles isolées et idylliques des îles Fidji, sans jamais être touché par l'homme. Voilà, ça c'est le slogan de Fidji. Encore une fois, on voit que ça a l'air beaucoup plus... L'emballage est beaucoup plus attrayant que la cristalline. Voilà un exemple de comment ce que vend Fidji finalement. C'est pas de l'eau, ils vendent vraiment le fait que ça vient d'un puits artésien sur l'île de Fidji, les îles idylliques et paradisiaques. Vous voyez que l'emballage, il y a même des fleurs, les palmiers, les feuilles, etc. Donc ça vend vraiment du rêve. Ensuite, un autre exemple, Apple, évidemment. Vous connaissez tous Apple. On a tous vu Apple. Le marketing Apple est un des meilleurs marketing. Et ça passe non seulement par le marketing, donc les campagnes promotionnelles, mais également par le design. Ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais vous montrer un exemple de Apple et puis on va comparer ça à Dell ou IBM par exemple. IBM qui vend des ordinateurs. À votre avis, ah bah ça c'est drôle, IBM, on va voir, on va mettre Dell. Quel ordinateur est le plus beau? Ok, alors, ce qui est intéressant, c'est que quand Apple est sorti avec leur nouveau design, etc., donc les grands écrans très sobres, avec pas de boutons, par exemple ici, ok, un design très sobre, toutes les autres sociétés ont commencé à copier le design parce qu'ils voyaient que ça marchait super bien. Donc, regardez qu'est-ce qui est le plus beau et sobre. Est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que c'est... voilà, ça c'est typiquement un ordinateur Dell. Ou bien est-ce que c'est ça? Alors, Dell n'est pas forcément moche, mais on s'en rend bien. Le feeling et surtout le matériel, les matériaux utilisés par Apple, quand on touche un iPhone ou quand on touche justement un ordinateur, un grand écran comme ça donne beaucoup plus envie que quand on a un ordinateur ou même un PC. Moi j'utilise PC, je suis pas trop Mac, mais je suis le premier à reconnaître que les ordinateurs Apple, et c'est vraiment, il y a un travail qui a été fait sur l'esthétisme et le feeling. Voilà un autre exemple. Bentley Rolls-Royce. Très simple, hein, ça vous l'avez compris. C'est une voiture finalement. Pourquoi est-ce qu'une voiture comme une Ford, voiture, ok, une Ford peut vendre, on va aller sur Rolls-Royce par exemple, pour un prix de quoi, de 15 à 20 fois moins cher qu'une Rolls-Royce. C'est fondamentalement la même chose. Fondamentalement, c'est pareil. Mais ces voitures sont magnifiques, elles sont vraiment vendues comme étant faites pièce par pièce. Et puis si vous regardez, il y a des documentaires sur la conception de ces voitures, elles sont vraiment faites pièce par pièce. Donc voilà un autre exemple de comment Rolls-Royce a créé une marque finalement perçue euh, pour être utilisée par les familles royales, par les présidents, par les milliardaires. Et puis Ford qui vise un marché complètement différent. Encore une fois, ce n'est pas des voitures qui sont moches, mais c'est des voitures qui sont complètement différentes et dont la gamme de prix est différente également. Alors que fondamentalement, c'est la même chose, c'est des véhicules. Mais évidemment, Rolls-Royce vend le luxe, Rolls-Royce vend l'intérieur. On va voir si on peut aller voir l'intérieur ici. Ça vous verrez un petit peu la différence aussi entre une Ford à l'intérieur qu'on a vu, hein, sont tout à fait, tout à fait correctes. Mais ensuite, quand on a Rolls-Royce qui vous met quelque chose comme ça dans les mains, forcément, c'est différent. On est d'accord que c'est différent quand on est dans une voiture comme ça que quand on est dans une voiture comme ça. Donc voilà un exemple d'une marque dans le marché automobile par exemple. Tesla, Tesla, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Tesla, c'est... Alors je vais aller voir comme ça. Tesla, c'est pas nouveau, mais c'est une nouvelle marque d'automobile. Ils sont nés en, bah voilà, 2003, il y a un peu moins de 15 ans, une quinzaine d'années. Et puis,
Et puis donc, c'est donc, voilà, vous voyez, constructeur automobile de voitures électriques. Donc c'était vraiment, donc c'est créé par Elon Musk, qui est un milliardaire américain qui a voulu révolutionner vraiment le monde de l'automobile en créant des voitures qui sont belles, hein, c'est des belles voitures, mais des voitures qui sont électriques, d'accord? Donc il est entré dans une industrie qui était très compétitive, et puis il a vraiment créé, il a renouvelé en quelque sorte ce marché-là en rendant les en rendant l'offre, en rendant le produit attirant parce que c'est des voitures qui sont racées, hein, elles sont belles, c'est des belles voitures et qui sont électriques. Donc ça joue sur les deux choses. Donc l'écologie aussi, le fait que c'est vraiment, elles sont belles comme des voitures de course. Un autre exemple, Google. Voilà, Google qui, comme vous le savez, donne énormément de choses gratuites. Vous pouvez utiliser des adresses Gmail, vous pouvez utiliser des YouTube, par exemple, qui est une propriété de Google. Vous pouvez utiliser des dizaines de services de Google, hein. Toute la recherche qu'on vient de faire, par exemple, sur Google, c'est gratuit. J'ai pas payé un centime pour ça. Mais en contrepartie, Google vous place de la publicité à droite et à gauche. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Donc, ils doivent bien gagner de l'argent comme ça. Enfin, d'une manière ou d'une autre. Et pour eux, c'est de la publicité. Et donc, évidemment, c'est une offre qui est extrêmement alléchante, hein. On peut utiliser tous les services Google de manière gratuite. Voilà comment ils sont devenus aussi énormes qu'ils le sont aujourd'hui. Donc pour vous, très simplement, on a vu des exemples comme on a parlé de Zappos et de Zalando avec la livraison gratuite. Amazon a explosé leurs ventes quand ils ont commencé à ajouter la livraison gratuite parce que le problème avant, moi je me souviens, ça c'était il y a des années déjà, quand on commandait sur Amazon, on ne savait pas combien on allait payer de frais d'expédition et puis on se retrouvait à payer 30 ou 40 euros de frais d'expédition. Et maintenant, sur certaines offres, surtout par exemple au Royaume-Uni ou en Angleterre, je suis sûr qu'en France il y a aussi de l'expédition gratuite. Euh, Ça a complètement explosé le chiffre d'affaires d'Amazon parce que c'était une offre qui était irrésistible. Un autre, on a parlé également de comment justement le facteur inversion de risque. Une autre possibilité, c'est d'utiliser les échantillons gratuits. Voilà, alors parlons maintenant dans cette section de comment savoir si un produit va se vendre. Parce que ça, c'est une question que je reçois énormément. Quand je suis sur des panels d'investissement, et que j'ai des entreprises qui viennent nous demander, enfin me demander justement d'investir, ou bien quand je coach des entrepreneurs ou même voilà nos membres dans le cadre de nos formations de marketing, une des questions que je reçois souvent c'est Mathias, je veux créer un nouveau produit, mais je ne sais pas si ça va se vendre. Comment faire? Voilà les trois questions que, alors je vais même même les numéroter pour que vous les reteniez bien. Alors, y a-t-il, je sais pas pourquoi il me dit une faute d'orthographe, peut-être je pense que je fais une faute. Ah voilà, bah, bien sûr. Alors, on va mettre, allez, pour simplifier, existe, alors je vais poser ça 2 secondes. Ok, alors existe-t-il un marché? Alors les trois questions pour savoir si un produit sera en demande, produit ou service, hein, donc quoi que ce soit que vous vendiez. C'est très Doit-on... Voilà, bon. Donc, retournons là-dessus. Les trois questions pour savoir si un produit sera en demande. Ça, c'est les trois questions. C'est très très simple. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est ces trois questions auxquelles vous devez répondre. Numéro un, existe-t-il un marché? En gros, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui dépensent de l'argent pour ce que vous voulez créer ou vendre à l'avenir? Voilà, numéro un. La question numéro un est donc vous devez répondre oui à ces deux questions. Existe-t-il un marché? Donc, est-ce qu'il y a des gens qui dépensent de l'argent actuellement dans le marché que vous voulez attaquer en achetant des produits similaires que vous voulez vendre? Ça, c'est la première chose première question à laquelle vous devez répondre oui parce que sinon, vous allez, comme j'ai dit, dépenser énormément d'argent et de temps en créant quelque chose que vous ne savez pas, enfin dont vous ne savez pas si ça va vendre ou pas.
La deuxième question, c'est ont-ils, donc le marché ou les gens, donc, ont-ils la capacité de payer? Ça, c'est très simple. C'est un exemple, c'est si vous essayez de créer des produits pour des Esquimaux ou bien des aborigènes qui sont au milieu de la savane, comment vont-ils vous payer? Donc, comment vont-ils vous donner de l'argent? Ça va être compliqué. Donc, vous pouvez avoir la meilleure solution, mais si les personnes que vous visez, donc le marché que vous visez, n'a pas la capacité de vous payer, il n'y a donc pas la possibilité, en tout cas, ce sera très difficile de créer un business autour de ça. Un autre exemple, c'est si votre marché est composé des enfants de 5 à 10 ans, le vrai acheteur finalement, c'est le parent. Donc c'est le papa ou la maman ou les grands-parents. Donc vous devez aussi vendre à eux et pas seulement à l'enfant. Donc voilà aussi un autre exemple de ont-ils la capacité de payer. Et la troisième, c'est puis-je les atteindre directement? Parce que si vous voulez développer une affaire, ou développer, donc agrandir ou bien démarrer, vous devez pouvoir contacter et donc placer des messages publicitaires gratuits ou payants devant eux. Donc c'est-à-dire que s'ils n'ont aucun accès à Internet ou aucun accès à des médias pour pouvoir consommer et être exposés à vos messages de publicité, comment peuvent-ils être au courant de ce que vous faites et comment peuvent-ils acheter? Vous l'avez bien compris. Donc voilà les trois questions en or. Existe-t-il un marché? Donc les gens dépensent de l'argent actuellement. Si la réponse est non, c'est possible que vous ayez peut-être découvert un marché totalement nouveau, mais c'est généralement pas quelque chose d'aussi bien que ça en a l'air. Ça arrive parfois qu'il y ait des gens, d'autres personnes avant vous, qui aient essayé voilà, de se lancer et qui n'ont pas réussi. Il faut faire attention à ça. Donc moi je regarde toujours pour voir s'il y a des personnes qui dépensent de l'argent parce que ça c'est donc s'il y a de la concurrence dans le marché, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent à se faire, tout simplement. Ensuite, est-ce qu'ils ont la capacité de payer, donc financièrement, est-ce qu'ils ont accès à de l'argent? Et est-ce que je peux les atteindre directement pour faire de la publicité? Passons maintenant à la dernière section de ce module, comment repositionner vos offres, vos produits et services pour attirer vos clients idéaux. Donc on a pas mal de membres là, qui demandent, enfin une question qui revient souvent, c'est comment puis-je repositionner mes offres? Parce que peut-être que vous avez des clients aujourd'hui à qui vous vendez, mais vous n'êtes pas satisfait de votre clientèle. Donc, voilà quoi faire. Il y a quatre choses à faire. Ok. Enfin, plutôt quatre concepts à prendre en considération. Numéro un, c'est réfléchir à qui vous voulez servir. Je vous donne un exemple. Dans mon agence de marketing, nos services commencent à 50 000 euros. Donc le tarif le plus bas enfin, auquel on accepte de prendre en charge le marketing d'une marque ou d'une société, c'est 50 000 euros payés immédiatement. Donc il n'y a pas de répartition de paiement, c'est 50 000 euros d'un coup. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour plusieurs raisons, je vais vous dire. La première raison, c'est tout simplement parce que euh, comment dire, l'impact qu'on a pour le client idéal qui vient chez nous, les 50 000 euros qu'il va mettre dans nos services, c'est généralement extrêmement peu par rapport au retour sur investissement qu'on lui apporte. Donc c'est-à-dire que pour vous donner des exemples, les quelques récents clients qu'on a eu là dans les dernières semaines, il y en a un client qui a, après avoir quand on a démarré sa campagne pour 50 000 euros, la première semaine, donc ils sont dans le marché anglophone et francophone, la première semaine ils ont fait 320 000 euros. Donc voilà, les 50 000 euros qu'ils ont mis d'un coup, c'était des poussières par rapport à la première semaine. Il y a déjà eu un retour sur investissement extrêmement positif. On a un autre client qui vend des services immobiliers, donc ça c'est une marque un peu plus grande qui nous a mandaté pour 60 000 euros, donc ça c'était pour quelque chose supplémentaire encore. Et puis ils ont fait un retour sur investissement de 6 fois, donc ils ont fait à peu près 360 000 euros de chiffre d'affaires, rien qu'avec le démarrage. Donc pour nous, ça ne vaut pas la peine pour nous de proposer des produits ou des offres qui sont moins chers parce que la décision que j'ai faite d'un point de vue stratégique pour l'agence de marketing, c'est que je veux travailler avec des entreprises qui sont sérieuses et qui ont de l'argent à investir dans leur marketing. Donc,
il y a la grande majorité des entreprises qui nous contactent, on refuse finalement, on refuse de pouvoir les aider parce que ça ne vaut pas la peine pour nous d'allouer des ressources, d'allouer des, des heures de notre équipe de marketing et de ce qu'on fait pour moins de 50 000 euros. Donc voilà, ça c'est une décision très concrète que j'ai prise, qu'on a prise dans mon agence de marketing. Et donc ça, il faut être très clair sur qui vous voulez servir. Ok. Et donc ça veut dire que vous devez être clair et vous devez dire non à certaines personnes. Il y a des personnes qui vont venir vers vous pour acheter des produits ou services, quels qu'ils soient. Vous allez trouver des personnes qui vont vouloir négocier avec vous, qui vont vouloir descendre les prix, qui vont vouloir d'autres choses. Il est parfaitement acceptable et je vous recommande fortement de dire non parfois, de dire non, désolé, c'est pas ce qu'on fait, on peut pas vous aider. Et généralement, ce que vous trouverez, c'est que le plus vous dites non, le plus vous allez repousser les personnes qui ne sont pas faites pour votre service ou que vous voulez simplement pas servir. Il y a par exemple dans mon agence, il y a des personnes avec qui je parle, qui sont intéressés. Donc on a des clients potentiels qui viennent vers nous et puis j'ai toujours une conversation avec eux pour voir déjà si ça colle d'un point de vue personnel parce que j'ai besoin de pouvoir travailler de manière saine avec eux et puis quand j'alloue justement une de nos gestionnaires pour leur compte, j'ai besoin de savoir qu'ils vont traiter notre équipe de manière respectueuse. Donc il y a parfois des cas où je refuse de les prendre alors qu'ils veulent nous donner de l'argent pour créer leur marketing. Ça ne nous intéresse pas. Donc je vous invite à faire ça également, à repenser à qui vous voulez servir et à qui vous devez commencer à dire non. Et si vous avez déjà vendu des produits ou services, quels qu'ils soient, vous savez bien qu'il y a des clients qui sont parfois extrêmement difficiles et parfois il est beaucoup plus facile et la bonne chose à faire, la chose correcte, ce serait de rompre les liens. Donc d'honorer contractuellement ce que vous avez à honorer, mais ensuite d'arrêter. Donc de refuser de servir des gens ne, voilà, qui créent beaucoup trop de problèmes et qui ne vous rapportent finalement pas grand-chose. Donc, créer des offres, vraiment, ça c'est vraiment quelque chose comment dire, euh, dans lequel je crois énormément, c'est vraiment de créer des offres qui vous conviennent. Ok. Je vais vous donner un exemple. On a une grande société qui est dans le marché alimentaire qui est venue vers nous, qui voulait m'avoir pour X heures par semaine en tant que consultant. Moi, je m'apprêtais à partir sur un tournage de 6 semaines pour un long métrage. Et puis, eux voulaient démarrer rapidement. Et puis, il était hors de question pour moi d'annuler mon tournage parce que, évidemment, bah, déjà, c'était un tournage de film. Donc, on ne peut pas juste annuler un tournage ou reporter un tournage. Et donc, c'était pas des conditions qui étaient intéressantes pour nous. Et ça ne convenait pas à ce que je veux faire. Moi, personnellement, j'ai pas envie de devoir me lever et de devoir chambouler ma vie pour un client. Donc, pour nous, c'est très très clair euh, qui on aime servir et je préconise toujours de créer vos propres règles et de ne pas accepter tout le monde et n'importe qui. Et si quelqu'un vous paye et vous donne de l'argent, ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter. Donc, créez des offres qui vous conviennent. Si vous voulez modifier vos heures de travail, et je parle beaucoup de ça dans le module sur la gestion du temps et puis l'état d'esprit d'un champion. Faites-le. Travaillez selon vos désirs. Vous ne travaillez pas selon les désirs de vos clients, sinon vous allez toujours être écrasé et à la merci des désirs et des fluctuations d'humeur de vos clients. Vous devez créer vos propres règles. Donc c'est vraiment important de prendre littéralement peut-être 1, 2, 3 jours, peut-être même plus, de partir en week-end et puis de réfléchir à quels sont les clients idéaux et qui est-ce que je veux servir, qui est-ce que je veux vraiment aider, quelle marque est-ce que je veux apporter sur le marché si vous êtes dans le monde e-commerce par exemple et vous vendez des produits en masse. euh, quel type de client est-ce que je veux attirer? Quel type de clientèle est-ce que je veux attirer? Quel type de clientèle vont respecter
nos produits, vont respecter nos termes, vont acheter puis revenir acheter d'autres produits et services. Donc il faut vraiment prendre du recul et réfléchir à qui vous voulez. Et il faut dire non, il faut être prêt à dire non. Il y a beaucoup de personnes qui, si vous faites justement dans tous ces modules que vous allez voir, si vous faites ce que je vous dis, vous allez avoir énormément de demandes. Il faut dire non. Ensuite, je vais terminer ce module en mentionnant quelque chose concernant la différence entre le B2B, donc la vente de entreprise à entreprise. Donc si vous vendez à des professionnels, vous savez que ça s'appelle du B2B, ou bien du B2C. Le B2C, donc le B2C, c'est le Business to Consumer. Ça veut dire si vous vendez à des consommateurs, donc à monsieur et madame, tout le monde. La différence entre vendre à des entreprises ou vendre à des particuliers, je sais très bien parce que ça fait des années que je fais les deux. On a beaucoup de clients qui font les deux, donc j'en ai vu beaucoup, hein. Je peux vous dire que c'est à peu de choses près, c'est très similaire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font une fixation en disant voilà, je vends B2B, je vends à des entreprises, donc je dois vendre différemment. Mais n'oubliez pas que quand vous vendez à une entreprise, qui c'est qui prend une décision? C'est pas l'entreprise, c'est un être humain. Ok, réfléchissez à ça. Quand vous vendez à une entreprise, c'est un être humain qui va prendre la décision. Et par quoi est régi un être humain? Il est régi par ses émotions. Alors oui, il y a peut-être parfois un petit peu plus de réflexion, mais un être humain reste un être humain, avec toutes ces émotions, toutes ces gâchettes psychologiques que vous devez appuyer pour rendre et clore l'affaire et donc vendre. Donc n'oubliez pas que quand vous êtes dans une situation de B2B, quand vous êtes dans une situation de vente de produits à des entreprises, à des professionnels, le professionnel c'est un être humain. D'accord? Peut-être qu'il porte euh, un joli costard cravate ou un 3 pièces avec un joli nœud papillon, une cravate. C'est un être humain avec ses problèmes, avec ses peurs, avec ses frustrations, avec ses rêves, avec ses désirs, avec toutes ses émotions. Donc, il n'y a pas une grande différence dans la vente et dans le contact que vous devez avoir, dans le marketing que vous devez avoir quand vous vendez à un particulier ou quand vous vendez à une entreprise. Vous devez connaître votre marché parce qu'il y a des entreprises et des PDG par exemple qui vont être beaucoup plus enclins à acheter sur par exemple l'avidité ou bien sur le désir de posséder ou bien le désir d'économiser par exemple que un particulier. Et donc ça c'est à vous de faire votre recherche de marché pour savoir à qui vous vendez. Mais c'est pour ça que je le dis, c'est pareil parce que c'est un être humain qui va dire oui ou non s'il veut acheter votre produit ou service que vous vendez à un consommateur ou à un professionnel. Voilà, on arrive au terme de ce module sur créer une offre irrésistible. On a un bon module bien plein. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment les poser dans l'onglet Contact et évidemment vous pouvez également les poser pour la prochaine session mensuelle, la prochaine session, la prochaine rencontre en ligne qu'on a. Voilà, on arrive au terme de ce module. Je vous conseille non seulement de réfléchir à ça, mais vraiment de commencer à agir et de mettre en place votre marketing. Et puis on se retrouve tout de suite dans le module 2. À tout de suite.